commencer, j'apporterai quand même une petite nuance sur la nécessité ou non de réformer. Il faut bien savoir que dans le domaine environnemental, tout n'est pas exploité et que certainement les référés eux-mêmes disposent de potentialités importantes pour les citoyens. Simplement, il faut parfois savoir les saisir. Donc, on a déjà un arsenal de référés qui est très intéressant, aussi bien devant le juge judiciaire que devant le juge administratif. Il ne faut pas oublier que devant le juge administratif, on peut agir en référé pour préserver une liberté. On peut demander également la suspension d'un acte administratif pour illégalité. Et puis, on peut également lui demander d'imposer des mesures utiles. L'ensemble de ces référés peut être extrêmement intéressant dans le domaine de l'environnement s'il est bien utilisé. Donc, avant tout, ce qui me semble important pour les citoyens, c'est de connaître leurs droits et d'être capable de les adapter à la matière environnementale. Sachant que il est tout à fait aussi possible d'aller devant le juge judiciaire, donc on a cette possibilité tout autant d'agir contre l'État que d'agir contre une entreprise, et on voit bien tout l'intérêt dans le domaine environnemental parce qu'on a ici autant celui qui autorise, on va dire, la pollution que celui qui agit et commet des actes de pollution. Et donc, justement, devant le juge judiciaire, là aussi, on a deux référés qui sont vraiment intéressants, dont l'un qui est particulièrement utilisé dans le contentieux, qui est la possibilité, effectivement, de faire cesser certains actes lorsqu'ils sont soit illicites, manifestement illicites, soit aussi lorsqu'il y a un dommage imminent. Sauf que, effectivement, le domaine environnemental a ce site spécifique, c'est que bien souvent, pas toujours, mais cela peut arriver, le dommage est éloigné et n'est pas nécessairement imminent, et plus encore, le dommage souffre d'incertitudes scientifiques. Ce long terme ou moyen terme et cette incertitude scientifique pose problème pour apprécier ce qui existe dans la plupart des référés, c'est-à-dire la condition d'urgence. Donc il est vrai que dans le domaine environnemental, on peut se demander si, parfois, il ne serait pas nécessaire d'admettre une certaine souplesse dans l'appréciation de l'urgence. Mais même face à ça, on va dire qu'il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de faire confiance au juge et d'admettre que finalement, lui-même est susceptible d'évoluer et que son interprétation peut tout à fait permettre d'apprécier avec souplesse ce qu'est l'urgence dans le domaine environnemental. Alors la difficulté, c'est que si on fait aussi confiance au juge, il peut y avoir aussi un risque de non-uniformité et d'insécurité juridique selon le juge devant lequel on se trouve. Donc on peut également, et peut-être que la mission va en ce sens et que la réforme va en ce sens, proposer au législateur d'intervenir pour poser clairement des critères grâce auxquels on se dispenserait de l'urgence. Tout simplement, il n'y aurait pas d'urgence dans ce cas-là à démontrer dans le domaine sanitaire, ou peut-être de manière plus souple, on pourrait également poser des présomptions d'urgence dans certains cas. Donc, soit s'en passer, soit poser des présomptions. Les deux sont possibles, mais reste à savoir dans ce cas-là les critères qui pourraient permettre finalement de substituer à l'urgence. Il me semble que dans le domaine environnemental, le plus important, c'est la qualité du dommage. Est-il grave? Est-il irréversible? En effet, dans ce cas, si le dommage est grave et irréversible, peut-être qu'il y a urgence à prendre des mesures pour éviter que ce dommage ne se réalise, malgré le fait qu'il ne soit pas nécessairement imminent. Alors évidemment, l'exemple topique en ce moment, c'est celui du changement climatique. On peut tout à fait estimer que le changement climatique demeure encore empreint d'incertitudes scientifiques, en tout cas quant au lien de causalité entre les différents actes, qu'elles proviennent des autorités publiques ou des entreprises, et les dommages à moyen terme maintenant et à long terme de manière un peu plus évidente. Là, on pourrait tout à fait supposer qu'il y a une telle gravité à venir qu'il y a urgence dès maintenant, donc on n'est pas dans le caractère imminent, on est dans l'urgence des mesures. Il y a urgence à prendre les mesures dès maintenant parce que le dommage est grave et irréversible.
de toute façon, on retrouve encore des années après la même problématique que le principe de précaution posé depuis 2005 dans la charte de l'environnement. Oui et non, ou non et oui. Ça me semble important quand même d'opérer une distinction selon les actes qui sont à l'origine des risques de dommages. L'illégalité d'un acte administratif, ce n'est pas la même chose qu'un comportement néfaste d'une entreprise. Donc on n'a pas les mêmes auteurs, on n'a pas les mêmes raisons, on n'a pas les mêmes justifications, même si les choses peuvent être liées, puisqu'on peut être autorisé par l'État à causer un acte qui serait préjudiciable pour l'environnement. Donc, ce qui me semble important, c'est peut-être d'avoir, on va dire, un élément fédérateur qui est effectivement l'urgence. On en revient aux critères que l'on vient d'évoquer, qui est que, quoi qu'il en soit, pour l'ensemble des référés, c'est effectivement ce critère lui-même qui pose problème. Reste à savoir si il faudrait à l'avenir finalement créer un référé environnemental qui soit commun au judiciaire et à l'administratif. Mais dans ce cas-là, ce serait une juridiction environnementale commune qu'il faudra envisager. Donc on est là dans quelque chose qui est extrêmement qui demande une réforme, là effectivement très forte, très importante. On peut tout à fait y réfléchir, c'est ce qui se passe dans certains pays. Vous avez au Chili un tribunal environnemental où effectivement il y a ici un mix de questions qui concernent l'administration et qui concernent les entreprises. Et finalement, les problèmes environnementaux vont être gérés à la fois par un juge qui pourra statuer aussi bien sur l'illégalité de l'acte que sur l'illicéité du comportement également de l'entreprise. Voilà, ça pose toujours la même question qui est le problème de la séparation des ordres administratifs et judiciaires, qui est quand même très ancré dans notre système. Je ne vois assez peu comment on pourrait s'en passer à ce stade. Et donc finalement, de poser la question de manière bien plus profonde, de savoir si l'environnement est un problème si important qu'à l'avenir, on pourrait remettre en cause, non pas cette distinction sur le fond, mais en tout cas cette distinction du point de vue de la procédure pour aller vite et pour qu'il y ait ici effectivement une cohérence. La possibilité, au lieu de passer par le sursis à statuer, effectivement, qu'il y ait un juge qui puisse s'interroger sur les deux types de problématiques. Je pense que si on peut envisager les réformes du côté du référé, il est temps de se poser la question de la prévention devant le juge judiciaire et devant le juge administratif de manière beaucoup plus générale et profonde. La prévention, c'est pas seulement un problème de référé et d'urgence. Il faut également qu'il y ait des décisions définitives rendues par des juges de fond. Or, on se rend compte, quand on regarde bien, que c'est quand même l'une des tendances judiciaires et administratives les plus importantes actuellement, qui pose la question de la cessation de l'illicite devant le juge judiciaire autant que devant le juge administratif. Du côté du juge administratif, ça pose la question de l'importance de son pouvoir d'injonction, et du côté du juge judiciaire, ça pose la question de savoir si la responsabilité civile doit demain ne pas être uniquement réparatrice, mais également préventive. Ce qui me semble important de souligner, c'est qu'effectivement, ce mouvement de la prévention va de l'urgence au fond, mais également le fait que on le voit vraiment en profondeur de plus en plus dans l'ensemble des procédures, puisque la prévention
a lieu également maintenant devant le judiciaire. Via des dispositions substantielles importantes, elle peut être demandée pour rétablir un plan de vigilance. Donc là, c'est une mesure importante. L'action de groupe aussi a fait entrer la prévention au fond. Et bien évidemment, la réforme du préjudice écologique qui, depuis 2016, permet au juge judiciaire, certes, de réparer, mais également, en cas de dommages à prévenir, eh bien, le juge judiciaire peut également imposer des mesures de prévention. Donc, on voit poindre au fur et à mesure la prévention devant ce juge. Or, le deuxième mouvement qui est important à prendre en compte pour moi, c'est le mouvement des citoyens. On se rend compte aujourd'hui que face à certaines problématiques, comme celle du changement climatique, en fait, les citoyens ne demandent pas la réparation des dommages. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui de demander la réparation des dommages. S'il y a réparation des dommages, c'est pour obtenir des dommages-intérêts pour prendre des mesures de prévention à l'avance ou des mesures de prévention que l'on rembourse. On le voit devant l'ensemble maintenant des juges nationaux, allemands et aujourd'hui essentiellement américains. Les citoyens demandent à ce que le juge intervienne pour prescrire des mesures de prévention et non pas des mesures de réparation. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est finalement, plus que les conditions en amont de savoir quelle est la procédure la plus adaptée, ce qui me semble aujourd'hui le plus important, c'est de réfléchir davantage à la typologie des mesures de prévention au XXIe siècle. Pendant longtemps, on a pensé la prévention uniquement comme une interdiction d'agir. Alors évidemment, ça fait peur, l'interdiction d'agir. On se retrouve face à l'interdiction d'exercer la liberté d'entreprendre, etc. Or, c'est plus ça aujourd'hui la prévention. C'est à l'inverse de demander à certaines entreprises ou à l'État de prendre des décisions, de prendre des mesures de prévention, d'imposer à telle entreprise de établir un plan de vigilance, à telle autre de fournir des éléments scientifiques pour mieux réfléchir à l'adaptation des mesures de prévention. Et c'est exactement ce que demandent les citoyens devant plusieurs maintenant tribunaux américains. Ce n'est pas d'interdire véritablement les émissions de gaz à effet de serre, c'est les entreprises, faites quelque chose contre la lutte, pour la lutte contre les rejets de gaz à effet de serre et établissez des plans, dialoguez, montrez-nous que vous prenez des mesures. Donc, ce qui me semble important, c'est davantage de pousser le juge à la créativité, mais également d'ailleurs les plaideurs en amont, pour adapter et ouvrir la typologie des mesures préventives qu'il est nécessaire de prendre au XXIe siècle face à des dommages complexes. Il faut également élargir l'éventail de la prévention. Et la dernière chose que je voudrais ajouter au sujet de ce référé environnemental, alors certes, c'est une bonne idée, mais ce qui me semble toujours important, c'est que on est dans un droit qui est extrêmement complexe, avec une multiplicité de procédures possibles. Il faut y voir clair. Il faut une lisibilité. Quand on a travaillé sur le rapport de la mission droit et justice sur le procès environnemental, du procès sur l'environnement au procès pour l'environnement, on a étudié bien sûr le droit comparé. Et il me semble que dans certains pays, il existe des éléments intéressants qui ne sont pas nécessairement des éléments de grande réforme judiciaire, mais qui sont des éléments de lisibilité. Par exemple, aux Philippines, il existe ce qu'on appelle un guide du procès environnemental. Et là, tout plaideur peut avoir accès à ces lignes directrices. Et ces lignes directrices permettent effectivement de savoir quel est le type de référé le plus important, le plus adapté, mais également, finalement, on pourrait tout à fait envisager ça aussi du côté du système français, d'avoir une liste, certes non exhaustive, mais de typologie des mesures préventives qu'il serait souhaitable d'imposer. Donc, en deux mots, créativité pour les plaideurs et pour le juge, et deuxième mot, je dirais lisibilité peut-être tout simplement par voie de circulaire, où on peut penser à une normativité souple ici, de guide d'application qui est voilà où on est le procès environnemental en 2-3 pages, et voilà ce qu'on vous propose pour agir et pour bien agir pour l'environnement.